Ouais, je suis là. Je vous vois. Je vois bien l'amphithéâtre. OK. Bon, où s'est-on arrêté? Je pense qu'avant qu'on ne parte, j'étais en train de vous parler du premier congrès panafricain et ma collègue, le professeur Ignan, parlait de l'organisation du premier congrès panafricain sur le continent qui a été organisé par le président Houphouët-Boigny. Donc, pour répondre à la question du professeur Baka, il est clair que les Noirs de temps de Booker T, de George Washington Carver et autres, ils avaient compris que la réussite des Noirs passerait par la réussite de tous les autres Noirs, dont il ne faut pas se dire je vais brousser mon chemin tout seul, c'est à moi, non, non, non. Ça, ce n'est pas, le solitaire ne réussit pas. En équipe, on gagne. Seul, on peut arriver très vite, mais on n'ira pas plus loin. Je ne vous entends pas, je ne vous entends pas. Le micro semble ne pas connecté. Vous n'entendez toujours pas? OK, maintenant j'entends un peu. Bien. Nous allons poser la première question. Je laisse la parole à Kwadio Yao Eric. Merci. J'aimerais remercier le docteur Bill Ndi qui nous a livré un message historique. OK. Donc, j'aimerais remercier le docteur Bill Ndi qui nous a, qui nous a livré un message vraiment historique, mais quel message qui nous a permis de connaître certaines figures historiques qui sont, je dirais, nos parents, les afro-descendants, et leur action. Docteur, j'aimerais savoir pourquoi ces figures-là ne sont pas vraiment mises en valeur dans l'espace africain, surtout dans nos universités. Est-ce parce que les chercheurs ne travaillent pas suffisamment sur ces questions, sur ces figures-là, pour que dans nos universités, dans nos écoles, nous puissions apprendre leur histoire et s'en inspirer? Ma deuxième question, c'est de vous demander, docteur Bilindi, quelles sont les opportunités offertes par l'université de Tuskegee, notamment dans le domaine littéraire, voilà, pour nous permettre, en tant qu'étudiants, de vraiment suivre vos pas. Merci. Merci beaucoup. Avant de partir, est-ce que je peux avoir votre nom encore? Kwadio Yao Eric. OK, Kwadio K. Monsieur Quadio Yao Eric, je tiens à vous remercier pour les deux questions et je tiens à dire ceci. Quand j'ai fait la présentation, je me suis servi d'une phrase où j'ai mis une phrase qui disait déuniversalisation des valeurs ou bien des universaux occidentaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces afro-descendants qui sont nos parents, qui sont nos ancêtres, si nous ne parlons pas d'eux, ce n'est pas aux autres. On ne va pas au deuil et on fait le deuil plus que l'endeuillé. C'est à nous de parler de nos ancêtres qui ont réussi mieux que tous les autres. Maintenant,
Voilà comment sont structurées des universités. Et c'est pour ça qu'il faut commencer à changer. J'ai toujours dit que la réussite africaine passerait par une révolution des idées et des mentalités. On vous fait croire que si on ne valorise pas quelque chose depuis la France, cela veut dire que ça n'a pas de valeur. On vous dit si tu publies tes livres en Côte d'Ivoire, ce n'est pas publié par Gallimard, dont tu n'es pas arrivé. Pourtant, ce n'est pas Gallimard qui détient le savoir africain. Je préfère publier encore. Si vous avez un éditeur en Côte d'Ivoire, j'aimerais qu'il publie mon prochain recueil de poèmes en français. Parce que je pense que j'écris pour les jeunes comme vous, j'écris pour les jeunes noirs qui peuvent lire et comprendre parce que je comprends votre douleur, vous comprenez de là où je viens. Mais si vous attendez à ce que ce soit un blanc qui valorise ce que j'ai dit, ça ne viendrait jamais. Donc, ça explique pourquoi dans nos universités ou bien dans les curriculums de certaines universités, on ne vous fait pas lire certains auteurs. Et je tiens à remercier le directeur de cet institut, le professeur Koulibaly, pour avoir organisé cette rencontre parce que ça nous permet de nous engager dans une discussion qui ouvre des portes qui nous sont fermées, qui nous laissent des fenêtres, des opportunités que nous n'aurons pas autrement. Donc, c'est pour ça. Maintenant que vous avez ces quelques noms, je suis sûr que quand le professeur Koulibaly m'a invité, plusieurs d'entre vous n'avaient pas jamais entendu mon nom. Mais je peux vous dire une chose. Quand j'ai commencé à écrire, mon premier recueil de poèmes, les 1500 exemplaires achetés, c'était acheté que par des blancs. Qu'est-ce que cela veut vous dire? Qu'est-ce que cela signifie? Le blanc est plus intéressé à ce que tu es en train de faire pour que tu ne le déjoues pas, plus que vous ne vous prenez l'intérêt à avancer dans votre jeu. Donc, maintenant, vous avez entendu ces noms, engagés à faire des recherches. Il y a des scientifiques noirs, il y a des littéraires noirs qui ont changé la donne. Par exemple, il y a Zora Neale Hurston que j'ai mentionné. C'est une femme qui a révolutionné la littérature, OK? Et je suis sûr que ceux qui sont littéraires, qui ont fait la littérature française, auraient entendu parler de nouveaux romans, OK? Du nouveau roman. Le nouveau roman, c'est quoi? C'est l'invention de Zora Neale Hurston, qui s'est engagée à transcrire la littérature de son peuple tel que son peuple parle, tel que son peuple imagine, sans embâche. Mais devinez quoi? On l'a frustrée. Elle est morte, pauvre. Et pour retrouver sa tombe, elle était enterrée dans une cimetière anodin. Et pour que Alice Walker, qui est une célébrissime dans le monde littéraire noir, se déguise comme l'une de ses petites nièces qui cherchait sa tombe pour pouvoir poser une pierre tombale sur sa tombe. C'est pour vous dire que nous-mêmes, nous devons nous engager. Notre épistémologie, c'est-à-dire notre manière de connaître, notre manière de savoir et notre ontologie, notre manière d'être, ce n'est pas pareil que les manières d'être des autres. Nous ne nous mettons pas en cause leur manière d'être, mais qu'ils ne nous dictent pas notre manière d'être. Nous sommes un pays d'éléphants que le lion ne vient pas dire à l'éléphant comment brousser les herbes ou l'arbuste. Merci, docteur. De rien. Et je vais enchaîner, excusez-moi.
avec la question posée sur la littérature. Même si Tuskegee ne vous offre pas, et si on n'a pas de deuxième, troisième cycle en littérature, vous avez à Tuskegee des passionnés de littérature. Moi, par exemple, je vais aider n'importe quel jeune littéraire en Afrique, OK, pour réaliser ses rêves d'être de publier son rêve. Si vous ne venez pas à Tuskegee, il y a d'autres universités à Tuskegee où vous pouvez, où je peux vous diriger et vous guider et faire même partie de l'équipe ou bien de l'équipe dirigeante de ta recherche. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, quand vous cherchez des possibilités, ne vous limitez pas simplement à ce qu'il y a dans telle institution ou dans telle autre. Il faut chercher à voir les possibilités et les avantages environnants qui te permettraient de réaliser tes rêves. Et juste pour finir, parce que moi qui suis là, si je ne vous dis pas que je suis anglophone, vous n'allez pas me croire. Quand je suis arrivé pour faire mes études à Paris, j'ai parlé français comme un basque espagnol. OK? Mais je ne me suis pas limité parce que si je m'étais limité à ce que je pouvais gagner à tel ou tel, je ne serais pas là où je suis. Donc, si vous cherchez à explorer ou à répandre votre horizon, ne dites pas simplement à Tuskegee. Il y a des choses à Tuskegee, il y a des gens à Tuskegee qui sont prêts à vous tenir la main. OK? Ça, il faut déjà compter ça comme un plus. Mon ami Paul vous parlait de la gratitude. C'est ça le premier point de gratitude que je sais que j'ai un aîné là-bas, il va m'aider, il va faire ci, il va faire ça, il va faire ça, et je serai là où je suis. Je vous remercie. Merci, docteur. Je vous en prie. La deuxième intervenante, c'est Yo Fatmata. Oui. Bonsoir, monsieur Bill. Moi, ma préoccupation est la suivante. Puisque vous avez parlé de Booker T. Washington qui a œuvré pour la création d'une école pour les Noirs, pour qu'ils aient une éducation. Maintenant, moi, j'aurais savoir concernant William Dubois qui a aussi revendiqué pour les Noirs, pour le droit pour qu'ils aient une égalité avec les Blancs. Maintenant, quelle est la connexion que nous pouvons avoir entre ces deux grands leaders dont vous venez de citer les noms qui ont vraiment participé à la lutte pour les Noirs? Oh, ben merci beaucoup. C'est très intéressant. Moi, je n'ai pas mentionné William Edgar Booker Dubois pour, pas pour négliger ce qu'il a fait, mais c'est deux grands hommes noirs qui avaient deux visions bien différentes. Et je vais vous étayer la différence de leur vision. Et cette différence, l'histoire a prouvé que Booker T l'a emporté les mains haut. C'était quoi la différence de vision? Dubois se battait pour que, pas pour la libération de tous les Noirs, il parlait d'un dixième des Noirs, qu'il fallait simplement instruire un dixième des Noirs pour que le dixième des Noirs puisse aider le 90% des Noirs à s'affranchir. Booker T a pris le contre-pied. On ne va pas éduquer simplement un dixième ou 10% des Noirs. Il faut que tous les Noirs puissent apprendre. Il faudrait que nous puissions monter en force, tous ensemble, pas individuellement. Donc, les deux avaient leur désaccord. Et devinez quoi? Les deux se sont entendus. Dubois était professeur à Tuskegee. Dubois est venu enseigner à Tuskegee parce qu'il avait compris que sa philosophie de libération des Noirs
n'était pas ce qui pouvait libérer les Noirs. Deuxièmement, Dubois pensait que pour la libération des Noirs, il fallait la libération politique, l'indépendance politique. Booker T. Washington lui a dit non, on ne fait pas la politique avec le ventre creux. On ne fait pas la politique sans pouvoir économique. Mais si on est serviable, si on détient, si tout le monde apprend à utiliser le cerveau, la main et le cœur, on va faire beaucoup d'argent et quand on a suffisamment d'argent, on peut renverser la tendance et l'ordre et nous serons en force. Donc, c'est ça la différence de ces deux grands hommes. Et quand je vous dis que Bukati l'a emporté la main haut, cela veut dire aujourd'hui, OK? Nous sommes à Tuskegee, qui est un enfant ou une création de Bukati, mais l'idée de Dubois, on a vu matérialiser avec la quête des droits civiques aux Amériques. Si vous constatez, les gens pensent que les droits civiques avaient réussi, mais je vais vous dire une chose. Il va révisiter, il faut révolutionner la façon de penser. Les droits civiques, la quête des droits civiques, Tuskegee était au centre des quêtes des droits civiques. Mais c'est qu'on avait vite compris. C'était quoi? Les Blancs l'ont vite compris que si on laisse le droit civique continuer et que tout le monde s'y engage et que tout le monde soit libéré, les Noirs vont renverser les tendances et vont prendre le pouvoir par la force. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont créé une classe moyenne des Noirs, ce qu'on appelle Black Middle Class. Et la classe moyenne des Noirs, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'homme est essentiellement égoïste. Tu penses que cette classe moyenne se sont préoccupés à se battre pour les pauvres qui sont restés? Non, ils se sont pas dérangés. Donc, il faut comprendre que lorsque vous vous engagez dans votre combat pour la libération, que ce soit de votre pays, que ce soit de toute l'Afrique tout entière, il faut comprendre que il faut chercher, il faut pas chercher à mener un combat individuel, il faut voir où se trouve, où se trouve euh, le gain de la collectivité. Il faut penser collectif. Il faut penser à la collective, mais pas penser collectif. Je retire cette expression. Parce que si je dis penser collectif, c'est comme si dès que tout le monde se met d'accord, tu te mets d'accord. Non, il faut penser à la collectivité, mais pas penser collectif. Merci. Merci, docteur. Je vous Alors, en le prie. troisième intervenant, c'est Daniel Kassi. Bonsoir, Monsieur Bilidi. Oui, Mais merci vraiment pour l'opportunité que vous donnez euh, à la jeune génération que nous sommes pour pouvoir éclairer notre antenne sur ces afro-descendants qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Alors, comme on le sait tous, les États-Unis ont été le lieu où le racisme était fort présent. Alors, ma question est la suivante. Comment ces figures emblématiques ont réussi à outrepasser les stéréotypes, les stigmatisations et le racisme pour être aujourd'hui des modèles inspirants pour la communauté noire? Merci beaucoup. merci beaucoup. Merci infiniment pour cette question. Et quand j'ai fait ma présentation, j'ai conclu par les 5 P. Et j'ai parlé de la passion, j'ai parlé de persistance, j'ai parlé de résilience. Ne croyez pas que le racisme est fini aux États-Unis. Le racisme est encore d'actualité aux États-Unis. Mais je peux vous dire ceci, pour ceux qui parlent le langage de forgeron, pour que l'or soit l'or, il faut que l'or passe par la fournaise. Donc, si vous cherchez la facilité, si vous cherchez à ce que quelqu'un vous amadoue pour que vous arriviez là où vous voulez être,
détrompez-vous. Parce que j'ai ceci, je vais traduire mot à mot ce que j'ai écrit dans l'un de mes ouvrages en anglais. J'ai dit, c'est lui qui veut te voir en bas, ne vous montrerai jamais le chemin d'en haut. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans le monde où le racisme prend le devant, c'est à toi, jeune Africaine, de te dire, moi, je ne veux pas me laisser définir par ton ignorance. Et quelle ignorance? Parce que la société contemporaine, je vais rajouter à une question que j'avais répondu précédemment, c'est que les universités, telles que nous les savons, cherchent à former des fonctionnaires. Mais ma demande à vous, jeunes, c'est il faut outrepasser la formation d'être fonctionnaire à être producteur et protecteur de vos produits. Que ce soit produit littéraire, que ce soit n'importe quel autre produit. Et quand j'ai parlé de George Washington Carver tout à l'heure, c'est que je n'ai pas dit, c'est qu'il a plus de 3000 inventions avec de l'arachide, mais il n'a le patente que pour quelques centaines. Pour la patate douce, il a plus de 500 inventions. Il n'a des patentes que pour une centaine. Donc, si vous, jeunes, vous voulez outrepasser, c'est comme dire, je vais prendre la situation que nous vivons en Afrique, que ce soit au Cameroun de Paul Biya, que ce soit n'importe où en Afrique, nous vivons une sorte de postcolonialisme ou de trauma de postcolonialisme. Mais il ne faut pas laisser que ce traumatisme nous noie. Il faut savoir tenir la tête haute. Il faut se replier sur l'espoir. On se replie sur l'espoir, on va et on fait ce dont on est passionné, on fait comme si tout dépendait de nous. Là, on va réussir. C'est-à-dire, on va voir vos œuvres et personne n'en douterait que vous êtes capable. Merci. Alors, le prochain intervenant, c'est Diabaté Amara. Ok, bonsoir, M. Billy. Oui, bonsoir, M. Diabaté. D'abord, merci pour vos efforts et le temps. J'ai écouté votre discours et nous avons écouté. À un moment donné, vous nous avez invités à rejoindre Tuskegee. Et ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Existe-t-il un système de bourse entre Tuskegee et l'Université Félix Houphouët-Boigny? S'il y en a, quelles sont alors les conditions et les procédures à suivre? Merci. Okay. C'est vraiment une question utilitaire, hein, docteur. Non, je comprends très bien. Je comprends très bien. Parce que déjà, poser la question s'il y a des bourses, il y a des bourses, oui. Mais il faut déjà être inscrit à Tuskegee. Il faut déjà avoir l'inscription à Tuskegee. Est-ce que je peux dire à mes jeunes qui cherchent peut-être à étudier sur le continent américain ou à Tuskegee, si vous briguez une inscription et que vous avez l'inscription, même si vous n'avez pas les moyens pour financer vos études jusqu'à ces termes, si vous pouvez même juste avoir ce qu'il va payer le premier semestre de tes cours ici aux États-Unis et que vous passez vos examens très bien, devinez quoi? Le reste, vous pouvez aller à l'école gratuitement du début jusqu'à la fin. Mais le problème, ce serait avoir les ressources pour t'inscrire, pour avoir ce début. Mais avec le temps, ce que nous comptons faire, c'est établir un programme d'échange
entre Tuskegee et des universités africaines où des étudiants pourront venir d'Afrique, passer un semestre, 6 mois ou un an à Tuskegee, faire valider leurs UV de Tuskegee dans leurs universités et rentrer pour que, normalement, les étudiants sur le continent et ceux d'ici aient une expérience internationale, qu'ils puissent savoir que la réalité de mondialisation, qu'on appelle, on est à l'ère de mondialisation, OK? Et quand vous finissez vos études et que vous n'avez pas encore une expérience internationale, restez côte à côte avec quelqu'un qui vient d'un autre pays, échanger des idées ou quelqu'un qui a voyagé, l'entendre parler, lui poser des questions comme vous êtes en train de me poser. Là, c'est un défi qu'il faut que les jeunes relèvent. Ne restez pas à l'école, dit, bon, je me contente d'être en Côte d'Ivoire. Non, et c'est bien beau être dans son pays, mais il faut savoir ce qui se passe ailleurs. Et je vous dirai ceci, en tant qu'historien des idées et des mentalités, je me suis souvent posé des questions. Pourquoi le noir était-il, OK, sujet à l'esclavage et non d'autres peuples? Et la réponse est très, très simple. La réponse est très, très simple. Et c'est quelque chose qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis, si on n'échange pas notre façon de voir et notre façon d'être, ça va. Et on peut nous rassujetir à l'esclavage. C'était quoi le problème? À l'époque, nos ancêtres étaient contents. Et quelqu'un se levait au village, il te disait, dès que le soleil, dès que le matin du roi X était là et le soirée, c'était tout. Ils ne cherchaient pas à savoir ce qui se passait à côté. Donc, quand ils ont vu les ennemis venir, ils les ont embrassés comme des amis. Et les ennemis les ont pris en esclavage. Donc, si nous vivons aujourd'hui, il faut qu'on suive les cours des choses, qu'on voit comment se passent les choses. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on est en Amérique. Vous voyez bien ce qui se passe. Je suis dans un pays et il est vrai, il y a 2 ans, j'étais fier de pouvoir dire à quelqu'un, je suis américaine. Mais je ne sais pas si, en ce moment-là, un risque de me faire entendre quelque part et que quelqu'un vienne me retirer mon passeport, je ne vous dirai pas que je suis fier comme je l'étais il y a 2 ans. Donc, il faut que nous on se comprenne dans cela. Bonsoir, cher public. Oui, merci. Bonsoir, honorable professeur. Alors, ce soir, j'aimerais remercier particulièrement mon professeur Beliaroun ici présent, qui m'a permis de participer à cette conférence. J'étais son étudiant en TD et ça me fait un immense plaisir de venir à cette conférence. Alors, ma question s'adresse aux conférenciers qui n'est pas d'ici, mais en direct. Je pense que nous sommes avec lui. Alors, la question, c'est la suivante. À monsieur le conférencier, au-delà de la connaissance de l'histoire et des figures inspirantes d'Afrique descendante, pour l'espoir d'Afrique, que devons-nous faire pour être à la hauteur de ce que l'Afrique attend de nous? La question. OK, merci. Si je comprends bien, vous voulez savoir ce que vous, en tant que l'espoir de l'Afrique, pouvez faire pour que l'Afrique pour réussir. Bon, la réponse est très simple. Posez-vous la question, qu'est-ce que je suis en train de faire pour démontrer que je suis l'espoir de l'Afrique? Est-ce que je le fais suffisamment? Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire? Parce que si vous procédez par des questions à vous-même,
c'est que j'appelle en anglais critical self-appraisal, c'est-à-dire faire une appréciation du soi, c'est-à-dire réévaluer ses compétences, réévaluer ses faiblesses, OK? Voir comment vous, en tant que jeune ou jeunesse d'Afrique, vous pouvez nourrir votre espoir de votre point fort et priver votre et prendre votre point faible, les laisser en arrière. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'on travaille en équipe, chacun a sa faiblesse et chacun a son point fort. Vous êtes une équipe, vous êtes un pays de foot, et celui qui est au goal ne peut pas jouer l'avant-centre. Celui qui joue l'avant-centre ne peut pas être un bon milieu de terrain. Celui qui est défenseur ne peut pas être un goal. Donc, ce que vous devez faire, c'est travailler en équipe, au sein de l'équipe, voir quelles sont nos forces. Voici ce que j'ai comme force, voici ce que tel a comme force. On réunit cette force, on réalise quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut réaliser avec nos forces différentes? Mais en sachant que malgré nos forces, nous avons nos faiblesses. Dès que notre faiblesse se pointe du nez, on écrase et on continue avec la force. C'est la seule chose que je peux dire parce que si vous regardez ceux qui ont réussi dans la vie, ce n'est pas des gens qui jettent l'éponge à tous les coups. Il y a des gens, c'est-à-dire, il y a des gens qui traversent d'énormes difficultés que vous ne pouvez pas imaginer. Mais ils réussissent toujours. Ils réussissent toujours parce qu'ils persistent, parce qu'ils persévèrent, parce qu'ils ont la patience, parce qu'ils, à force d'exercer tout cela, ils arrivent à la hauteur de la performance. C'est ça le modèle de la réussite. Et je finirai par vous parler de quelque chose que j'appelle en anglais la théorie de 4C. Je vais vous dire les mots en anglais, mais certaines ont leur équivalence en français et je vous expliquerai ce que ça veut dire. La première de ces, c'est coïncidence. Vous savez tout ce que ça veut dire coïncidence. OK? Et la deuxième de mot, en anglais, c'est chances. Chances, en anglais, veut dire soit des accidents ou bien des opportunités. Et troisième, c'est des choix, choices. Et quatrième, c'est consequences, les conséquences. Maintenant, j'ai jeté ces quatre mots comme ça. Et je me permets de me servir de cela pour vous encourager comme jeune que dans la vie, la première de ces qui parle de coïncidence, ne laisse rien dans ta vie t'arriver comme si c'était une coïncidence. Les coïncidences, ça n'existe pas dans la vie de ceux qui réussissent. Non, ça n'existe pas. Et chances, dans le sens des accidents, ne laisse pas des choses t'arriver comme des accidents. Non, il n'y a rien qui arrive dans la vie de quelqu'un comme un accident. Vous êtes tous présents dans cette salle, pas par accident, pas par coïncidence. Vous m'écoutez parler, pas par coïncidence, pas par accident. Mais si chances, on prend chances comme opportunité, OK? Une opportunité se présentait, que je vous présente cette conférence et vous avez saisi l'opportunité. L'opportunité se saisit, l'opportunité ne se prend pas. Quand on saisit, cela veut dire on arrache. Vous prenez avec force. OK? Et même pour prendre avec force, il faut regarder le troisième C, c'est le choix. Il faut que tout ce qui vous arrive comme jeune en Afrique arrive par les choix que vous faites. Et pour faire des choix, il faut s'informer des choix que l'on veut faire. OK? Il faut bien s'informer pour savoir les tenants et l'aboutissant. OK? Le pour et le contre. Comme ça, si vous faites un choix bien informé, ne faites pas des choix au pif. Comme on dit, si vous faites des choix au pif, des résultats ou des conséquences ne seront pas
ce que vous attendez. Dont les conséquences, c'est simplement les résultats de tous les choix qu'on a faits. OK? En négligeant des coïncidences, des accidents, en faisant des choix pour saisir des opportunités et en réalisant ses rêves. Je vais m'y arrêter. Merci, docteur. Ben de rien. La prochaine intervenante, c'est Ndaki Ebes. Alors, bonsoir, cher docteur. Merci. Ce n'est pas une question, mais plutôt une appréciation concernant 5 éléments que vous avez relevés. Et c'est Merci. 5 éléments qui est la passion, la persistance, la persévérance, ainsi que la patience et la performance. Et je pense que si nous cultivons ces éléments, c'est sûr et certain que nous, étudiants ou bien africains, nous allons progresser et atteindre nos objectifs. Donc, je vous remercie pour cela. Je vous dis merci. Je vous dis merci beaucoup. Merci infiniment. Bien. Merci, Ndaki. Je vais maintenant laisser la parole au professeur Yo Lassina qui a une question à poser. Alors, je voudrais remercier mon frère Koulibaly, qui est le directeur de l'INENA, qui nous donne, et vous venez de prononcer un mot fort, l'opportunité de nous enrichir de votre expérience, de votre know-how, de tout ce que vous avez comme connaissance, que vous avez acquise de l'autre côté de l'Atlantique. Justement, je trouve que, et évidemment, je vous remercie d'avoir partagé votre expérience avec nous. Justement, je trouve que la diaspora africaine, pour moi, c'est une opportunité que nous avons, nous, Africains, mais que jusque-là, nous n'avons pas suffisamment saisi. Je sais par expérience que la diaspora a participé à la libération de l'Afrique. Même le mouvement de la négritude, en fait, c'est né à Paris. Donc, de ce point de vue, la diaspora, par expérience, a vraiment contribué à notre bien-être d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est du point de vue politique ou culturel, on peut le dire. Mais je trouve que du point de vue politique, surtout quand on se situe dans le contexte actuel, il y a peu qui est fait. Je sais qu'en son temps, il y avait un genre de forum des Afro-Américains qui entreprenaient des projets de développement envers l'Afrique, mais je ne sais pas où nous en sommes. Donc, pour moi, c'est une occasion pour qu'on fasse ensemble ici un peu le bilan. Je sais aussi que dans l'histoire, il y a eu peut-être que j'aurais dû commencer par là, il y a eu un mouvement de retour en Afrique. Ça a commencé avec Marcus Garvey. Et je vois actuellement, quand je lis la presse, il y a ce type de retour, mais du point de vue, mais plutôt individuel. Souvent, c'est au Ghana ou bien dans certains pays anglophones, au Libéria. Voilà, on nous rend compte de certains Afro-Américains américains et américaines qui reviennent qui rejoignent la patrie. Donc, si on peut faire aussi l'état des lieux où nous en sommes, moi, je m'en réjouis de voir cette reconnexion, hein, même si dans l'autre sens, je trouve que c'est encore timide. Parce que, d'ailleurs, nous parlons plus de l'Amérique du Nord, même si on ne le dit pas de façon explicite, mais il y a toute une communauté en Amérique, dans les Amériques, enfin en Amérique, en Amérique centrale. Je crois en Colombie, il y a même un village. Voilà, il y a tout une, en Haïti, un peu partout. Moi, pour moi, l'Amérique, les Caraïbes, c'est la continuité de l'Afrique. Maintenant, au risque de me répéter, je pense que c'est plus nous, Africains, qui devons nous atteler à saisir cette opportunité. Je sais qu'en son temps, par exemple, les Falachas, Israël les avait transportés de l'autre côté, hein, en Israël. Les Falachas, je crois que c'est un peuple qui est en Éthiopie. Mais je trouve que nous en faisons que non. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une conscience aiguisée, vraiment que c'est une opportunité. Donc, je souhaiterais que vous prononciez là-dessus. On n'a pas souvent ces occasions, donc, excusez-moi, en fait, c'est des questions, mais en même temps des contributions.
Maintenant, quel intérêt même l'Afrique aurait à se reconnecter à sa diaspora? Peut-être c'est ce qu'il faut préciser. Je sais que le mouvement doit être politique, comme je l'ai dit, il peut être culturel, il peut être aussi économique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous pouvez nous donner quand même des pistes de réflexion? Parce que nous, on a l'université ici, de ce point de vue, même si ce n'est pas nous qui prenons les décisions, mais on peut quand même, vous avez parlé d'idées, de mentalité, tout ça. Donc, de ce point de vue, nous, on peut aussi mener des recherches dans ce sens. Je vous remercie infiniment. OK, merci beaucoup. Je vois que votre question a deux volets, professeur. Premier, cherchant à savoir l'apport de la diaspora. Il faut savoir, qu'on soit chrétien ou musulman, j'aimerais bien qu'on lise la Bible, ne serait-ce que pour lire comme littérature. On voit très bien que la diaspora, depuis la nuit de temps, a toujours été la sauvegarde de pays autochtones. Si vous lisez le livre de l'Exode de la Bible, ça vous parle exactement de cela. Pour que Israël sorte de la famine, il aurait fallu que l'un des siens, Joseph, soit vendu en esclavage en Égypte. Et c'est grâce à Joseph qui, en esclavage en Égypte, et subit tout ce qu'on peut imaginer comme sévices et finit en prison. Mais par la suite, comme on dit, il faut chercher la vérité et la vérité vous libérera. Il a été libéré et fait premier ministre dans un pays étranger. N'a-t-on pas des afro-descendants qui sont en politique, en position de force? Si on les a. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Est-ce qu'on peut laisser la facilité à ceux-là de revenir avec leurs contributions au pays? C'est ça le plus grand défi. Parce que si je vous pose la question, je vais peut-être me servir moi d'exemple, parce que c'est le meilleur exemple que je connais. Qu'est-ce que j'ai fait à l'étranger et non en Afrique? Vous croyez que je n'aimerais pas avoir enseigné les miennes sur le continent que d'être ici? J'aimerais bien le faire, mais il faut une volonté, OK, des politiques en Afrique pour accepter les leurs. Parce que si on voit toujours l'autre qui a été expatrié, je dirais expatrié ou exilé, ou encore forcé pour quitter sa terre natale, si on ne veut pas l'accepter comme faisant partie intégrale de nous, on ne peut pas bénéficier de ses compétences. Je peux vous dire, la diaspora africaine a des compétences suffisantes pour transformer l'Afrique en un pays développé en 2 ou 3 semaines. Mais la volonté politique y est. Est-ce que la volonté politique y est? Si on a la volonté politique, on ira quelque part. Et quand je parle à la jeunesse africaine, je leur dis ceci. Vous êtes l'avenir de l'Afrique, vous êtes l'espoir de l'Afrique. Si vous entendez, ne laissez pas quelqu'un venir demain vous tromper, que l'argent, c'est l'alpha et l'oméga. L'argent n'a jamais rien commencé et l'argent ne finira jamais rien. Parce que ceux qui ont amassé des milliards et des milliards et des milliards, qu'en ont-ils fait?
C'est pas vous qui allez inventer, comme on dit en anglais, you cannot invent the wheel. On ne va pas inventer la roue. Donc, il faut qu'on comprenne qu'on ne doit pas chercher à dire, OK, la diaspora, non, ne fait pas partie de ceci. J'ai même une situation où il y a quelqu'un de la diaspora, je ne peux pas appeler son nom, il voulait être candidat à la présidentielle de son pays. Il a tout ce qu'il faut. OK? Le soutien, même, on lui a simplement dit, tu ne peux pas parce que tu es à l'étranger. En plus, tu as pris une autre nationalité. Si tu veux, il faut renoncer à cette nationalité pendant 5 ans avant de concourir. Cela ne se fait pas. Et j'aimerais aussi, dans le deuxième volet de la question, nous faire savoir que toutes les grandes puissances du monde, quelle que soit la puissance, ont bénéficié de sa diaspora ou encore de l'aide de l'étranger. L'Angleterre, par exemple, la dynastie hanovérienne de Georges Ier à Édouard VI ou 8, c'était des Allemands. La reine de Guillaume et Marie, dans les années 1694, c'était des Français. Guillaume le Conquérant, c'était un Français, neveu du roi qui est parti se battre pour prendre le trône. Mais, n'est-ce pas, à l'aide de ces enfants de la diaspora qui sont revenus gouverner leur pays, ils ont sorti leur pays de la mouise et placé leur pays dans la carte du monde. C'est des questions et des remarques que je vous fais pour comprendre que cette relation, l'Afrique diaspora, c'est quelque chose qu'il faut, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et se dire, on peut travailler en partenariat et non travailler comme des rivaux. On n'est pas des rivaux. Moi, j'ai l'intérêt de l'Afrique comme vous l'avez. Mais permettez-moi de conclure en vous disant ceci. Parce que je suis en dehors de la forêt. Je peux voir la forêt. Mais vous qui êtes dans la forêt, vous voyez des arbres, vous ne voyez pas la forêt. Permettez-moi de venir vous montrer là où se trouvent des problèmes et qu'on puisse arranger notre forêt pour notre bien à tous. Je vous remercie. Alors, la prochaine intervention sera celle de Guy Carmel. Bonjour monsieur, merci pour votre intervention sur les figures inspirantes d'afro-descendants. Et j'ai été captivée par un nom parmi ces figures-là. Il s'agit du polyglotte Lewis Adams. Voilà. Parlons de polyglotte, c'est-à-dire qu'il maîtrise plusieurs langues. Et je crois que c'est un modèle, il doit être un modèle pour nous étudiants, c'est-à-dire de ne pas se rester à la connaissance de la langue française, mais apprendre plusieurs autres langues. Voilà, ma question est la suivante. Comment le fait que Lewis Adams ait été polyglotte a-t-il influencé son rôle de médiateur concernant les différentes figures d'afro Descendants. OK, merci beaucoup. Vas-y, oui. Ma deuxième question est la suivante. En quoi peut-on considérer Lewis Adams comme une figure stratégique du progrès? Merci. Okay. Merci beaucoup.
deux questions très, très intéressantes et je vais vous raconter des anecdotes. OK? Parce que déjà, quand on parle polyglotte, je sais que... Est-ce qu'il y a un professeur de linguistique en salle? Non, s'il n'y a pas de professeur de linguistique, moi, je voudrais étayer une vérité parce que je voulais qu'il vérifie ce que moi j'ai dit. Parce que quand on parle de langue, son cerveau fonctionne à la capacité de 3 cerveaux. Donc, ce qui veut dire, plus de langues vous parlez, plus votre cerveau est développé. Donc, Lewis Adams, parlant plusieurs langues, ça lui a permis de comprendre la nature et la culture des individus s'exprimant en cette langue et pouvant contourner toute difficulté de communication qui peut y avoir entre lui et les ressortissants ou bien les parleurs ou les interlocuteurs de cette langue. Donc, poser la question comment il aurait pu être figure stratégique, ça revient à quelque chose d'aussi simple que cela, que lui, s'exprimant en plusieurs langues, OK, pouvait déjà voir où se trouveraient des difficultés. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'encourage à mes jeunes frères africains, écoutez, ne restez pas là, dit, je vais simplement apprendre le français parce que c'est le français qui va m'aider. Le français ne t'aidera pas. Parce que de toutes les façons, vous arrivez en France, dès que vous commencez à parler français, tu vas entendre toujours les petits Français qui ne parlent même pas du bon français. Leur français, j'ai enseigné en Sorbonne, j'ai enseigné le français. Leur français n'est même pas bon. Ils vont te dire quoi, vous avez l'accent. Ce n'est pas l'accent qu'on parle. OK? Ce n'est pas l'accent. Donc, je vous dis, apprenez votre langue africaine. Ça va vous permettre de voir le monde dans la perspective africaine et ça va changer la donne. N'apprenez pas simplement une langue africaine, apprenez autant de langues africaines que vous pouvez. Apprenez autant et ne dites pas qu'il est tard. En tant que linguiste, on a toujours ce truc qu'on dit le bilinguisme tardif. J'ai dit ça, c'est la foutaise. À 50 ans, j'ai vu quelqu'un s'en prendre à apprendre une langue et à parler la langue au bout de 5 ans comme un locuteur natif. Ça dépend de la passion. Donc, il faut être passionné. Ne laisse rien, toute connaissance que vous pouvez ramasser en cours de route, et toute connaissance linguistique, ramasse et travaillez avec. OK? Et le deuxième volet de questions, c'est chercher à savoir comment il pouvait être considéré, Lewis Adams pouvait être considéré comme stratégique à sa mission afrodescendante ou à cette inspiration afrodescendante. Je vais vous dire ceci. Déjà avoir l'esprit qu'il avait, je ne veux pas de l'argent. Il aurait pu demander. Et vous imaginez poser cette question à un politicien africain aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va demander? Il va demander de l'argent, il va demander de l'avion, il va demander des maisons, il va demander même des châteaux en Espagne. Si ce n'est à la Côte d'Azur, il va dire non, je veux un château en Espagne. Il va te demander même la Lune. Mais Lewis Adams avait en tête son peuple. Mon peuple a tant souffert. Mon peuple manque quelque chose. Ce dont mon peuple manque, c'est l'éducation. Si jamais je peux leur donner l'opportunité d'avoir cette éducation, ça va changer leur vie à jamais. Et nous en bénéficions de ces fruits aujourd'hui. Donc, Lewis Adams, ce n'est pas un afrodescendant qu'on peut négliger, mais un afrodescendant qu'on doit célébrer avec pompe, si je puis dire. On doit le célébrer bien.
Je vous dis merci. Je suis ouvert à d'autres questions. Alors, docteur, il ne nous reste plus que 2 personnes. Hein, il y a Brou Bossoma et Boolou. On va écouter Brou Bossoma, ensuite Boolou, et on a fini. OK. Cher docteur Bilindi, Ouais. j'espère que je ne me trompe pas. Chers enseignants, chers camarades étudiants, bonsoir. Je suis Brou Ariane, étudiante en lettres modernes. J'ai principalement 2 questions, mais je voulais d'abord, Vous pouvez parler un petit peu au micro. au vu de ce que j'ai pu entendre, je peux me permettre de dire que les objectifs fixés pour permettre au peuple noir de s'affirmer ont été bel et bien atteints de par toutes les figures et professions de ces figures-là au sein de la communauté américaine. Mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que le fait d'avoir une université noire africaine, certes composée de grands leaders, ne remet pas en cause leur intégration réelle et concrète au sein de la communauté américaine. Ma deuxième question est, quelle est aujourd'hui la vision de l'université Tuskegee pour les jeunes Africains? Merci. OK, merci beaucoup. C'est des questions très intéressantes. La première question cherche à savoir, créer une université noire, ça n'enlève absolument rien. L'idée d'intégration, vous me permettez, je vais parler comme un jeune de la rue, c'est de l'arnaque. L'intégration, c'était de l'arnaque. L'intégration, c'était un moyen de faire en sorte, OK, que les Noirs qui ont été spoliés pendant plus de 400 ans ne puissent pas se réunir et parler avec une voix collective et s'en sortir. Bon, l'université de Tuskegee, pour vous dire quelque chose, c'est quelque chose que je n'ai pas mentionné parce que je n'estimais pas ça nécessaire, mais 70% des millionnaires noirs américains en Amérique, en dehors des Noirs qui ont soit volé de l'argent dans leur pays pour venir enrichir l'Amérique, 70% des millionnaires noirs sont des gens qui ont été formés à Tuskegee. OK? Donc, la mission de Tuskegee était l'élévation des Noirs de partout où ils se trouvent. Et il continue à le faire. Tuskegee a été au devant de toutes les découvertes. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous ignorez que vous vous êtes connecté à Tuskegee. Il n'y a personne dans cette salle qui n'ait pas eu de vaccin contre la poliomyélite. OK? C'est le travail de Tuskegee. Il y a un monument à Tuskegee et je peux me prendre des droits d'être vantard. Ce monument, j'ai œuvré très fort pour qu'on érige ce monument. Mon nom est sur le monument. Le vaccin contre la poliomyélite, c'est une découverte de Tuskegee. Il y a eu le COVID. C'est un jeune étudiant de Tuskegee qui avait fait des recherches approfondies pour prouver que ce vaccin était efficace et sans conséquence pour les Noirs, pas pour le Noir, pour les Noirs du monde entier, que le Noir pouvait prendre ce vaccin. Vous prenez le nom Ian Moore. Ian Moore. Toutes les recherches qu'on effectue sur le cancer actuellement aux États-Unis, OK? Ça s'effectue à Tuskegee. Vous avez appris que le président a coupé les vifs pour le financement des recherches sur le cancer. C'était ciblé. Tuskegee a été ciblé. Donc, si vous parlez de l'intégration, il faut comprendre que derrière le mot intégration, c'est un mot
qui étaient là pour masquer les faits. Et je vous ai parlé, chère mademoiselle, de Zora Neale Hurston. Il faut relire Zora Neale Hurston bien pour voir sa position vis-à-vis de l'intégration, parce que l'intégration, c'est comme si on cherche l'aval d'autrui. Nous, Noirs, nous nous suffisons et nous, on est capable, on n'a pas besoin d'avoir l'aval de blanc, de l'homme blanc, pour réaliser ce que nous réalisons. Est-ce que vous savez que de tous les grands noms des universités que vous entendez, les Harvard et consorts, vous savez le traitement que les jeunes étudiants noirs y reçoivent? Et quand vous passez dans certaines de ces institutions, on te dit, ah, on lui a donné la diplôme simplement parce qu'il est noir. Vous savez ce que cela veut dire? Ça veut dire que on a eu pitié de vous, vous n'avez pas la compétence. Mais Tuskegee University, voilà une des missions de Tuskegee University. Prendre des gens dans la plus basse couche de la société et les mettre au plus haut. Dans toutes les universités en Amérique, Tuskegee University est numéro 1. Devant Harvard. Je ne mâche pas mes mots. Vous faites des recherches. Vous trouvez des résultats contraires. Venez, je serai heureux de savoir d'où viennent ces recherches. On parle de social mobility. Tuskegee est numéro 1. Donc, je sais que je peux en parler. Il y a plein de points où on peut insister là-dessus. Et une dernière chose, tous les diplômes de Tuskegee gagnent 10 à 15% plus de salaire que tout autre diplôme de n'importe quelle autre université américaine. Et vous allez figurer pourquoi. Donc, vision de Tuskegee pour la jeunesse africaine, ça n'a pas changé. On a le bras ouvert pour accueillir les jeunes africaines qui veulent s'inscrire. Comme je l'ai dit auparavant, il faut déjà que vous fassiez la démarche pour vous inscrire. Déjà, l'instruction, c'est en anglais. Apprenez l'anglais. OK, apprenez l'anglais. Mais je ne dis pas apprenez l'anglais au dépens de votre langue locale ivoirienne. Non. Moi, je parle ma langue maternelle de là où je suis. Je parle plusieurs langues africaines. Y a-t-il un Peul dans la salle? Moi, je voudrais changer un petit peu de mot Peul avec lui. Parce que je parle Pulaar aussi. OK. Bon. C'était juste pour vous dire, Tuskegee est une institution qui est très ouverte pour embrasser les jeunes chercheurs africains, les jeunes étudiants africains, pour faire avancer le monde noir, pour faire avancer l'Afrique, parce que l'idée n'a pas changé, que la libération du peuple noir du monde entier passe par la libération du peuple noir de l'Afrique. Merci, docteur Ndie. Alors, il nous reste un dernier intervenant et puis nous allons vous donner la parole après cet intervenant. Il ne vous entend pas. Le micro est... Je disais, il nous reste un dernier intervenant. OK. Et après cet intervenant-là, nous allons vous donner la parole pour un dernier mot. Et puis, nous allons prononcer le mot de clôture. D'accord. Ça va? C'est mademoiselle Bolou. Merci à vous. Avant tout propos, j'aimerais remercier le conférencier avec le président pour cette plongée captivante dans les parcours de ceux et celles qui ont marqué l'histoire par leur résilience. Aussi remercier M. Bill Ndie
pour son intervention. Ma question est la suivante. Comment le parcours de ces figures emblématiques d'afro-descendants peut-il inspirer les jeunes générations africaines en quête d'identité et d'émancipation face aux enjeux sociaux et psychologiques tels que la perte de confiance en soi, la colonisation mentale persistante, la réussite associée à l'imitation occidentale? Je vous remercie. Je vous dirais merci pour cette question. Déjà, poser la question comment leur vie puisse être modèle pour s'en sortir de tout ce que vous venez de citer, la colonisation mentale, psychologique et tout. J'ai persisté en disant que la vie n'a jamais été simple pour ceux qui réussissent. Ces personnes, ils ont été dans la tempête. Ils ont traversé le feu. Ils ont cru que ce feu ne va pas les brûler, que cette tempête ne va pas les emporter. Vous comparez cette situation que vous venez de décrire. Est-ce que ça dépasse la situation de Booker T ou de George Washington Carver? Les enfants nés en esclavage, déniés de toute leur personne, de toute leur humanité, qui se retrouvent du jour au lendemain sans rien. La vie ne leur a donné aucune possibilité. Et si vous n'échangez pas d'avis ou de perspective, on vous dit la réussite, c'est à l'occidental. Qui vous dit que la réussite occidentale, c'est la réussite? N'est-ce pas? Je vous ai parlé de l'épistémologie africaine. Cherchez à savoir, mais ailleurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comment vivaient-ils? Comment ont-ils réussi? N'oubliez pas que vous êtes sur le continent d'Afrique. Le continent qui a vu, OK, les Noirs construire les pyramides en Égypte. Les pyramides qui restent toujours les merveilles du monde. Vous me dites que quelqu'un vient parce qu'il a passé une centaine d'années, il faut revisiter, il faut refaire, retravailler la mentalité et voir que non simplement l'histoire a prouvé que nous, Noirs, nous sommes capables. Leur ingénuité pour construire des pyramides, nous, on peut les avoir. On peut faire des recherches. On peut faire autant de choses. Il ne faut pas simplement se limiter. C'est quand on se permet de laisser la liberté aux autres de nous définir, de nous redéfinir, de nous caser, de nous mettre dans des boîtes. C'est là où on a tous les problèmes d'ordre psychologique que vous mentionnez. Moi, je ne suis pas ici en train de penser colonisation. Je pense tout ce qui est chaos est une opportunité. Quelle opportunité voyez-vous dans le chaos que le monde vous a servi? Prenez la vie terrestre comme un jeu de cartes. OK? On a mélangé la carte et on vous sert. La carte qu'on vous donne, c'est avec ça que vous allez jouer. Cherchez à savoir qu'est-ce que vous allez faire de mieux avec ces cartes. Ne vous laissez pas sombrer dans la déprime. Si vous sombrez dans la déprime, c'est parce que vous regardez que tel a eu tel, je voudrais être comme tel. Non, ma réussite n'est pas forcément la réussite de tel. Il faut chercher. C'est pour ça que j'ai parlé de chercher sa passion, savoir ce dont vous êtes passionné. Si vous trouvez votre passion, vous êtes prêt à sacrifier. Si vous mourrez pour votre passion, vous mourrez heureux. Lewis Adams vous a dit, OK, je ne veux pas de l'argent, je ne veux pas de l'or, je ne veux pas de vaches, je ne veux pas de chevaux, je ne veux pas de terrain. Je veux simplement une possibilité où je mets mon peuple
pourraient être éduqués. C'est tout ce que je veux. C'était sa passion. Et je ne vous ai même pas dit, il était cordonnier et forgeron. Il était l'un des premiers professeurs à Tuskegee et membre du conseil d'administration. Et il a enseigné. C'est-à-dire, il a d'abord formé des gens à fabriquer des chaussures, à réparer des chaussures, dont la fabrication des chaussures était un métier des Noirs, avant que la grosse capitale vienne les acheter. Donc, je pense que là, j'ai pu répondre à votre question, mais si vous voulez d'autres clarifications, je resterai ouvert et je sais que dans la vie, on vous achète tout ce qu'on vous dit pour réussir, il faut penser à l'occidental. Si vous n'êtes pas menu comme un mannequin, cela veut dire que vous n'êtes pas ceci. Non, que personne ne vous définit votre beauté. La Bible et le Coran nous disent que Dieu est parfait. Il nous a créés avec sa perfection. Donc, nous sommes parfaits tels que nous sommes et ne cherchons pas à ajouter. Si on ajoute quelque chose à ce que nous sommes, cela veut dire nous régnons ce que le bon Dieu a fait en nous créant tels que nous sommes. Je vous remercie. Merci, Dr. Ndi. Alors, nous ne saurons jamais vous remercier. Vous êtes parti du parcours de quelques afro-descendants pour en tirer des leçons de vie qui pourraient éventuellement servir les Africains que nous sommes. Tuskegee est un espace important pour les Africains. Ce n'est pas qu'un centre de formation, c'est un foyer de rayonnement de l'homme noir. C'est un foyer de rayonnement de l'homme noir. Et ce rayonnement-là nous éclabousse et nous donne quelques raisons d'espérer. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Je vous remercie. Très bien. Je pense que le moment de se dire au revoir est arrivé. À mon tour, je vais dire merci à Dr. Bill Ndi pour sa disponibilité, pour la qualité de son intervention et puis pour l'espérance qui nous permet d'entretenir ici au sein de cette jeunesse estudiantine et de la jeunesse africaine tout court, on va dire. Vous avez entendu des mots forts. J'espère que vous allez partir d'ici édifiés sur ce qu'on attend de vous. Repoussez vos limites. Il a dit, apprenez plusieurs langues. Cherchez à faire plusieurs choses. Repoussez à chaque fois vos limites. Et c'est de cette envie-là que naîtra la réussite. Pas autrement. Ce n'est pas dans la paresse. Ceux qui ne sont pas venus ici aujourd'hui, c'est un choix déjà. Un choix assumé. Mais je pense que vous partez d'ici avec au moins, au minimum, un peu plus de motivation que cela. Cette motivation-là déjà, elle n'est pas rien du tout. Donc je voudrais une fois de plus vous remercier pour votre présence. Et remercier les collègues qui ont fait l'effort de venir ici cet après-midi, une fois de plus. Je voudrais saluer le professeur Louis Obour avec tout le respect et toute la déférence due à son statut et vous inviter encore à l'acclamer, à lui dire merci. Je voudrais saluer également le professeur Yeo Lassina qui nous a fait l'amitié d'être là aussi à nos côtés jusqu'à la fin de cette activité. Je ne vais pas oublier mon compagnon et frère du jour, Dr. Bakayoro, qui a été un maître de cérémonie au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Merci infiniment, Dr. Baka. Terminé une fois de plus en saluant mon frère. Je pense qu'on va se retrouver à d'autres occasions. Et je vous invite à saluer le responsable de l'université, Marc Brown, hein, de notre part, et M. Tierno, le recteur de l'université. On aurait voulu les avoir, on a eu Tierno, mais on ne l'a pas vu. En fait, le visuel était interrompu. Mais vous les saluez de notre part. On espère pouvoir vous retrouver en d'autres occasions, ici même à Abidjan ou ailleurs aux États-Unis, pourquoi pas.
Dans tous les cas, merci. Nous restons encore ensemble pour d'autres défis à relever. À très bientôt. Et puis, que Dieu vous garde. Merci infiniment. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, je pense que on va vous libérer. Je voudrais inviter quand même, on a prévu